Cet épisode vous est présenté par la chaîne de podcast Zéphyr. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'épisode 10 du podcast Zéphyr. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir et d'écouter Stéphane Durand au micro de ce podcast, écrivain et éditeur chez Actes Sud. L'entretien s'est réalisé en ligne. Je vous prie donc d'être tolérante vis-à-vis de la qualité de l'audio, qui reste toutefois tout à fait correcte. Je vous invite donc à rejoindre ma conversation avec Stéphane Durand. Bonjour Monsieur Durand, merci encore d'avoir accepté cette interview en ligne et de contribuer ainsi aux idées transmises par le podcast académique Zéphyr, que je gère avec les chaires de littérature française de l'Université de Zurich. Donc ce podcast a pour objectif d'interroger le rôle de la littérature dans le contexte de l'urgence écologique. Il met en lumière sa capacité à constituer, donc de la littérature, à constituer une source de savoir et d'expérience susceptible de reconfigurer les imaginaires individuels, mais aussi les imaginaires collectifs, etc. Et comme avec tous les participants et toutes les participantes de ce podcast, je vais d'abord vous demander de vous présenter de la façon dont vous le souhaitez. Bonjour, merci de m'accueillir sur ce podcast. Je m'appelle Stéphane Durand, je suis éditeur de non-fiction au sein de la maison d'édition Actes Sud, qui est basée dans le sud de la France, à Arles. Je m'occupe de tout ce qui touche au vivant, à la nature, à l'écologie, l'environnement, aux sciences globalement. Voilà, je ne suis pas éditeur depuis très très longtemps. J'ai eu une autre carrière avant. On pourra en parler si vous voulez. Je suis biologiste de formation, mais en fait très vite j'ai basculé dans le cinéma, mais un cinéma un peu particulier. Et puis du cinéma, voilà, j'en suis arrivé à l'édition il y a quelques années. Super, merci beaucoup. Alors déjà, je trouve très intéressant car j'ai étudié sciences de l'environnement et finalement je suis retombée plutôt dans les récits, etc. et plutôt la communication de valeurs. Donc, ouais, je pense qu'on partage certains intérêts. Ouais, je pense. Et si je me trompe pas, c'est vous qui étiez à l'initiative de la collection Monde Sauvage chez Actes Sud et que vous dirigez toujours désormais. Tout à Euh, fait. oui. Et donc, je voulais savoir un peu comment est née l'idée de cette collection. Peut-être que vous pouvez un peu aussi décrire ses buts, sa motivation, etc. Pour les gens qui écouteront ce podcast. Et quel but poursuit-elle aujourd'hui encore? Contrairement aux apparences, en fait, il y a une continuité finalement assez forte entre mon activité de cinéaste qui a précédé celle d'éditeur et celle d'éditeur. Il y a une vraie il y a un vrai fil rouge entre tout ça, puisque je faisais pas n'importe quel type de cinéma. J'étais l'assistant de Jacques Perrin, qui a été longtemps un grand comédien en France, mais qui a assez vite basculé dans la production, puis dans la réalisation. Et je l'accompagnais sur un certain type de réalisation, la réalisation de films de nature. Voilà, donc c'est pour ça qu'il m'avait appelé à ses côtés parce que j'étais biologiste, naturaliste et donc j'ai d'abord commencé comme son conseiller scientifique, son conseiller naturaliste et à travers son cinéma, ce qu'il souhaitait, ce qu'il a toujours tenté de faire avec des films comme Le Peuple migrateur, comme Microcosmos avant Le Peuple migrateur où je l'ai rejoint pour Le Peuple migrateur qui est sorti en 2001, puis Océan, puis Les Saisons, puis aussi toutes les déclinaisons à la télévision. Tout ce qu'il a cherché à faire avec ses équipes sur ces films-là, c'était de se mettre au niveau des animaux qu'il filmait, ne surtout pas les filmer de manière surplombante et éloignée, décalée. Et comme il venait, lui, et il continuait d'ailleurs à jouer des rôles, il venait du cinéma de la fiction, et il a toujours considéré les animaux, c'est-à-dire qu'il était possible de filmer les animaux comme de vrais personnages, comme lui, il avait l'habitude dans le cinéma classique, voilà, quand il a incarné le prince dans Peau d'âne, ou
voilà, il jouait des rôles, des personnages. Il était persuadé qu'on pouvait filmer euh, les animaux, que ce soit une fourmi, un loup, une baleine ou un oiseau qui vole au-dessus de la montagne, comme des vrais personnages, comme des individus chargés chacun de leur sensibilité, de leur histoire. Et alors c'est très bien comme ça sur le papier, mais concrètement, comment on fait? Donc avec lui, on a mis au point des machines, des outils, parce que le cinéma, ça reste un artisanat avec des machines. On a inventé des machines pour pouvoir mettre la caméra au niveau de la fourmi qui marche sur un brin d'herbe, ou de l'oiseau qui vole au-dessus de l'Himalaya, ou du dauphin qui traverse le golfe du Mexique. Enfin, voilà, je dis n'importe quoi, mais il faut, voilà, dans toutes ces conditions très très variées, très différentes les unes des autres, il faut que la caméra soit auprès de l'animal dans l'expression de son mouvement la plus spontanée, et même si elle est très rapide, ou, voilà, et toujours capter l'œil de l'animal, puisque voilà, c'est en mettant l'objectif de la caméra au niveau du regard de l'animal qu'on transforme en personnage. Voilà, ça c'était un peu le préambule. Et quand j'ai commencé à réfléchir à la collection de livres, Monde Sauvage, qui est né avec les deux premiers titres en octobre 2017, donc il y a 8 ans maintenant. L'idée j'étais vraiment motivé par la même recherche, toujours faire des animaux de vrais personnages, mais cette fois à travers l'écriture, à travers le texte et non plus à travers l'image de cinéma ou de télévision, à travers l'écriture et en donnant la parole à ceux qui, pour moi, les connaissent le mieux, c'est-à-dire les scientifiques qui passent une grande partie de leur vie à leur côté, immergés au milieu de leur famille, de leur clan, de leur population, et qui peuvent s'en faire les porte-paroles les plus ajustés, quoi. Et c'est pour ça que le premier titre de la collection, donc en octobre 2017, ça a été Le Retour de Moby Dick de François Sarano, qui racontait son expérience des cachalots qu'il suivait depuis déjà de nombreuses années au large de l'île Maurice, une famille de cachalots très précise avec laquelle il passait plusieurs mois par an, voilà, tout simplement immergé au milieu d'eux. Et avec le temps d'immersion, vient la reconnaissance de chaque individu. Il a très vite été capable de reconnaître chaque individu. C'était pas des cachalots, c'était tel cachalot, tel autre cachalot. Celui-ci, c'est la mère de celui-là. Celle-ci, c'est la grand-mère de l'autre. Donc très vite, il y a une généalogie qui est apparue. Euh, L'expression de leur caractère, de leur personnalité lui est très vite apparue aussi. Certains étant plus dynamique que d'autres, plus timide que d'autres, plus explorateur, plus intrépide. Voilà. Donc voilà, au fil des mois et des années, tout ça lui est apparu à travers ses observations scientifiques. Il a par ailleurs écrit des articles scientifiques dans la littérature scientifique dédiée. Mais voilà, en donnant la parole à ce genre de personnes qui reviennent du terrain, comme François, comme Sabrina Krief avec les chimpanzés, comme voilà, l'idée était voilà, de pouvoir immerger le lecteur au milieu de ces chimpanzés, de ces cachalots, de ces loups, de ces abeilles, voilà. Avec un travail sur la littérature, sur le texte. Vraiment, l'idée c'était pas de refaire de faire des copier-coller de leurs articles scientifiques, parce que c'est une littérature tellement particulière elle est illisible pour quelqu'un qui n'est pas du sérail. C'est vraiment une littérature dédiée pour les scientifiques, qui parlent aux scientifiques et seulement eux. Mais voilà, trouver des manières de raconter des histoires. En utilisant une langue particulière, un vocabulaire particulier, un style narratif, enfin voilà, chercher, ça la solution n'arrive pas tout de suite dans tous les cas, hein. Il faut parfois tester des choses, ça peut prendre du temps. Mais voilà, l'idée c'est de prendre le lecteur par la main et viens, je t'entraîne et je t'amène au milieu des cachalots, au milieu des éléphants, au milieu des ours. Ok. Voilà. Donc faire découvrir le monde par le regard des animaux. Oui. Et donc, ma deuxième question,
j'ai vu que vous avez aussi maintenant une collection qui s'appelle Voix de la Terre, qui, si j'ai bien compris, se concentre plus un peu sur la diversité des façons de raconter le monde des humains, donc aussi les visions plus animistes, les autres populations qui sont moins occidentales, donc moins dominantes, disons, sur Terre. Et je me posais la question un peu s'il y avait une tension entre ces deux collections, parce que cette idée de narrer le monde par les scientifiques, enfin le monde vivant, c'est quand même des visions souvent occidentales de scientifiques blancs, je suppose, blanches. Et je me demandais s'il y avait bien une sorte de tension de ces deux collections entre donner la voix à des peuples marginalisés ou tenter d'écrire le monde par la population dominante, disons blanche, occidentale, scientifique, etc. Oui, je comprends. Moi, je voyais pas ça sous l'angle de la tension, mais de la complémentarité. La collection Voix de la Terre est née il y a, je sais plus quand est-ce qu'elle est née. Elle est née en 2022, donc elle a 3 ans et demi, avril 2022. Elle est vraiment née de cette envie d'élargir finalement. Je la considère comme la petite sœur de Monde Sauvage, petite parce qu'elle est simplement plus jeune. Voilà, Monde Sauvage, c'était une invitation à découvrir la diversité des manières d'être vivant, pour reprendre le titre de Baptiste Morisot, des manières d'être vivant, des manières non humaines d'être vivant sur cette planète. Et assez vite, j'ai eu envie d'explorer aussi la diversité des manières d'être humain sur la Terre. Il y a effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas que la manière occidentale, blanche, de vivre sur cette terre. Il y a plein d'autres manières d'être humain et la collection Voix de la Terre est vraiment née comme ça pour donner la parole. Alors, il y a deux types d'auteurs dans la collection. Il y a des anthropologues, des ethnologues blancs européens. On n'y coupe pas, mais il y a aussi des représentants des peuples marginalisés, comme vous dites, et de plus en plus. Là, par exemple, je peux vous dire qu'on vient d'acquérir l'autobiographie de Raoni, qui est un grand chef Yanomami de la forêt amazonienne au Brésil. Donc voilà, on marche aussi dans cette collection sur deux jambes, à la fois le regard anthropologique, scientifique à l'occidental, et aussi directement la voix en direct de représentants de ces peuples-là. Ouais. Ok. Donc finalement, vous voulez aussi montrer que il y a d'autres sciences humaines qui sont aussi à l'écoute du vivant, qui sont différentes, mais qui sont tout autant légitimes d'exister. Ok. Exactement. Oui, Ok. oui. Il n'y a Et pas ça, la science d'un côté et c'est la science occidentale. C'est non, non, tous les Mhm, savoirs sont bons mhm, à entendre. mhm. Et ça, dans votre profil de scientifique, biologiste, etc., c'est quelque chose qui a apparu au bout d'un moment, après certains questionnements, ou vous avez toujours été ouvert à... Car c'est pas trop quelque chose qu'on rencontre dans nos études, disons. Effectivement, alors ça, on ne le rencontre absolument pas dans nos études. Bon, je pense que et j'ai peut-être jamais été un très bon scientifique, et c'est pour ça que quand le Jacques Perrin m'a tendu la main et tout de suite après, à la fin de mes études pour faire du cinéma, j'ai saisi la main parce que c'était une autre manière de raconter le monde et de raconter le vivant qui finalement me convenait mieux que celle de la science. J'aimais la science justement pour découvrir le monde, mais j'étais déjà, j'ai tout le temps été un très grand lecteur et j'ai lu tout ce qui me passait par la main, hein, tous les types de livres, et je sentais bien que la science occidentale n'était qu'une manière de raconter le monde parmi tant d'autres. Et le cinéma m'a permis voilà, de faire un pas de côté et d'élargir la palette des expressions finalement. Puis après l'édition, et puis dans l'édition, une première collection, Monde Sauvage, puis une deuxième, Voix de la Terre, et puis bon, en fait finalement c'est qu'un vaste mouvement pour élargir de plus en plus euh, mes œillères, mais écarter de plus en plus mes œillères pour embrasser le monde le plus largement possible, quoi. Oui. Et donc, vous avez aussi écrit des livres.
Donc vous avez Mhm. vraiment fait le pas de pas rester dans la communication scientifique, mais aussi pour le grand public. Personnellement, j'ai lu 20 000 ans ou la grande histoire de la nature. Et dans ce livre, vous retracez l'évolution des paysages français depuis la dernière glaciation. Et en montrant leur capacité d'agir donc au paysage aussi et de façonner l'histoire avec un grand H dont nous faisons partie en tant qu'êtres humains. Mais finalement, vous remettez aussi la nature au premier plan, une nature que nous, on a plutôt mis au deuxième plan avec le temps. Et en fait, ma question était, premièrement, qu'avez-vous souhaité transmettre à travers ce récit? Quel est le rôle de la mémoire et de l'histoire collective du vivant? Donc, comment est-ce que vous avez voulu euh, raconter cette histoire, ou bien peut-être intégrer le lecteur ou la lectrice dans cette mémoire collective du vivant? En fait, ce que je voulais faire, le premier mouvement, la première envie, c'était de prendre le contre-champ de l'histoire de France qu'on nous raconte, voilà, voilà, à l'école et dans tous les livres, pour montrer que la nature n'était pas simplement un décor. Quand, quand c'est Louis XIII ou Louis XIV qui va pêcher le thon rouge à Marseille, voilà, c'est pas juste l'action du roi Soleil avec son trident en or. C'est pas ça qui finalement moi m'intéressait, c'était de montrer que ah ouais, mais alors ça veut dire qu'il y a des thons rouges et puis des gros thons rouges dans le port de Marseille, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Donc c'est déjà un phénomène. Moi c'est pas le l'acte héroïque de Louis XIV qui m'intéressait, c'est de dire ah ouais, mais dis donc il y avait des thons rouges à Marseille, quoi. C'est un truc de dingue. C'est quelque chose qu'on n'observe plus du tout aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est vraiment prendre le contre-champ des grandes scènes qui sont devenues mythiques de l'histoire de France. Et voilà, et ça va être la conquête de la Gaule par Jules César, et puis c'est Napoléon. C'est voilà l'histoire racontée par ces grands hommes, des grands hommes XY. Hein. Il y a rarement des grandes femmes. Hein. Et c'est souvent des histoires de conquête, de guerre, et pleines finalement de sang et de fureur et de douleur. Mais moi, ce que je voulais montrer, c'était que voilà, la nature, les autres qu'humains ne sont pas juste un décor pour les actes héroïques des hommes, mais et ce sont de véritables acteurs de cette histoire. Ils l'ont influencé. C'est complètement, c'est inextricable. Et voilà, l'histoire de cette nature sur 20 000 ans et l'histoire des humains sur ce territoire qu'on va appeler la France, hein, ces deux histoires n'en font qu'une. C'est extrêmement, voilà, c'est inextricable. Et quand vous parliez du mot de mémoire, et ben justement, c'était exactement pour raviver la mémoire. Tout le monde a oublié tout ça. C'est un concept en science qu'on appelle l'amnésie écologique. En fait, on imagine que la nature est immuable et elle a toujours été telle qu'on l'a connue pendant son enfance. Mais comme elle évolue imperceptiblement, et en fait, la nature du temps de mon enfance, c'est pas la nature du temps de votre enfance, c'est pas la nature du temps de l'enfance de mes grands-parents ou de mes arrière-arrière-grands-parents. Et ça, on le perçoit absolument pas. Voilà, on imagine qu'elle est immuable. Bon, là, ces dernières années, ces dernières décennies, c'est difficile maintenant de l'imaginer immuable parce elle change à vue d'œil. Mais pendant très longtemps, voilà, pendant la majeure partie de l'histoire des humains, au final, on a toujours pensé voilà, qu'elle était figée, quoi. Mhm. Et Mhm. c'était pour combattre cette amnésie cette amnésie écologique que me suis lancé dans cette écriture. Ouais. Oui. Et donc vous souhaitiez aussi vraiment apporter des détails assez quand même scientifiques et techniques concernant tout ce vivant. Enfin, quel était un peu le public cible? Vous aviez une idée précise de votre lectorat ou c'était... Absolument pas. Ok, d'accord. Oui. Alors, non, non, moi, le point de départ, c'était de me faire plaisir. Parce que Ouais, j'avais envie, ouais. pour moi, j'avais envie de connaître cette histoire. Mhm. Et j'adore faire de la bibliographie. Je crois que quand j'ai fait mes études scientifiques, c'est ce qui m'a le plus plu, c'est de fouiller dans la bibliographie, dans les archives, et les faire correspondre.
Et en fait, dans ce livre, beaucoup de gens m'ont dit, même des scientifiques, chacun spécialiste de son domaine, mais ils sont tellement spécialisés de leur domaine qu'ils sont jamais allés voir les domaines voisins. Mhm. Et en fait, il est possible de faire dialoguer, dans certaines conditions, des champs scientifiques distincts. Et au final, de ce dialogue, jaillit une lumière et une autre compréhension. Les gens qui travaillent sur l'histoire de l'évolution du niveau des mers, par exemple, sur ces 20 000 ans, bon, voilà, ils étudient voilà, l'évolution du niveau des mers. Ça descend quand on rentre en glaciation, ça remonte quand ça se réchauffe. Voilà. Et les gens qui vont étudier, comme vous disiez, l'expansion de la forêt, donc de la paléo botanique, euh, ils étudient ça, hein. Et en fait, en faisant dialoguer, parce qu'il y a des points communs, c'est l'échelle de temps. Et quand on met sur la même échelle de temps l'évolution du niveau des mers et l'évolution de l'avancée ou du recul des forêts, on se rend compte de choses absolument incroyables, moi qui me fascinent. Par exemple, pendant l'âge de glace, les îles britanniques ne sont pas des îles, hein, elles sont rattachées au continent parce que l'Atlantique est tellement bas qu'on peut aller à pied de Paris à Londres, et à Dublin. Et finalement, la forêt qui était pendant l'âge de glace réfugiée vraiment sur le pourtour méditerranéen a remonté comme ça à travers toute la France et jusqu'en Angleterre avant que le niveau des mers puisse remplir la Manche et finalement opposer un barrage. Si la Manche avait été remplie avant que les arbres n'arrivent en Normandie, eh ben, ils n'auraient pas pu passer en Angleterre. Et l'histoire de l'Angleterre, hein, elle aurait été tout autre. Mais en Mhm. fait, les arbres sont passés suffisamment, sont remontés suffisamment vite, et avant que la mer ne monte. Bon, voilà, ça, on peut s'en rendre compte seulement que si les deux champs de recherche, on les regarde, on les fait dialoguer. Sauf que personne ne l'a fait. Bon, peut-être, voilà, moi ça me fascine. J'ai trouvé ça trop cool de voir que la forêt est allée plus vite que la mer, jusqu'en Angleterre. Bon, voilà, c'est mon petit plaisir personnel, mais je trouve que ouais, ça raconte des choses intéressantes. Oui. Non, mais c'est aussi vrai que malgré les motivations de recherche interdisciplinaire qu'on voit de plus en plus, les sciences restent très séparées. Enfin, chacune est dans sa niche. Euh, et c'est surtout le cas enfin, entre les sciences naturelles et les sciences humaines. Et ce qui m'intéresse, vous, c'est que dans votre profil, finalement, vous êtes traducteur de la nature. Et comme vous dites, comme vous l'avez dit pour les différents écrivains et écrivaines qui font partie de la collection Monde Sauvage, le but est de traduire ça en un récit, de le narrer, etc., de le raconter. Comment, selon vous, il est possible de rétisser justement ces liens entre sciences de la nature et sciences du langage? Dans quelle mesure c'est possible et de quoi a-t-on besoin aujourd'hui pour communiquer tout ça? Car on voit bien que malgré les résultats scientifiques de nos jours, on n'a pas l'impression qu'on atteint vraiment les consciences, en fait, par ce langage scientifique. Oui, tout à fait. Le langage scientifique professionnel, il est formaté pour n'être compréhensible que par les scientifiques. Il faut avoir une formation très particulière c'est une langue à part. Il faut l'apprendre. Les études de sciences sont là pour ça. En fait, c'est essentiellement voilà, les cursus universitaires de sciences sont là pour nous apprendre à parler une langue très particulière, mais qui n'est parlée que par les scientifiques. Et elle est extrêmement utile pour faire avancer Mhm. les sciences. Mais en dehors voilà, de cette population particulière, elle elle est incompréhensible, elle est inaudible. Et donc tout mon travail, c'est de trouver des auteurs qui sont scientifiques, mais qui sont capables voilà, d'employer, on va dire, une langue, la langue du commun, une langue non scientifique. Alors c'est pas évident. Il y a des scientifiques que ça intéresse pas du tout. Bon, voilà, ça c'est réglé. Il y a des scientifiques qui sont intéressés mais qui ne savent pas comment, qui aimeraient bien sortir du sérail et ouvrir leur public, avoir un public plus large, mais ils ne savent pas comment.
Et puis il y en a qui sont de façon innée des conteurs nés. Tout à l'heure, je parlais de François Sarano. François Sarano, il a besoin de personne. C'est un conférencier hors pair, un conteur incroyable. Donc lui, voilà, il a trouvé et, et une manière, une bonne manière. Je sais pas si c'est probablement pas la seule manière, mais une bonne manière de les mettre, de leur mettre le pied à l'étrier, assez scientifique, c'est de les convaincre d'oser de parler d'eux. Parce que ce qu'ils ont en commun avec les non-scientifiques, c'est le fait qu'ils ce sont des humains quand même. Donc des humains avec qui ils partagent une certaine culture, des émotions d'humains. Donc en passant par leurs propres émotions, ils ont été dressés à les mettre de côté. Hein. Voilà, les études scientifiques, hein, c'est un langage, mais on met complètement de côté les émotions. Mais voilà, en osant aller les gratouiller de ce côté-là euh, voilà, en osant les exprimer, voilà, en passant par leurs émotions d'humains, ce qui les a enthousiasmés, ce qui les peine, voilà, leurs doutes, leurs échecs, leurs joies, en passant par ça, et ben on peut trouver manière de titiller l'intérêt du public non scientifique. Et voilà, et donc tout mon travail d'éditeur, c'est d'accompagner ces auteurs scientifiques dans cette voie-là. C'est-à-dire, ils sont scientifiques, ils doivent le rester absolument, c'est ce que je leur demande, mais ils ne sont pas que scientifiques, ils sont aussi avant tout des humains, et des humains, et ils partagent avec leur lectorat le plus large possible, on espère, voilà, une commune humanité qui peut s'enthousiasmer pour les mêmes choses, euh, s'effrayer des mêmes choses, voilà. Et c'est en passant par là, il me semble on peut prendre la main du lecteur, et puis une fois que la main, elle est elle est fermement tenue, on peut les amener assez loin dans le domaine scientifique, même parfois assez austère, assez ardu, hein, aride, mais, euh, mais parce qu'il y a cette main tendue qui passe par bah, les émotions qui sont communes à tout le monde, quoi. Euh, Mhm. Ok, c'est super intéressant. J'essayerai un peu de faire ça car des fois j'essaye un peu d'écrire. Alors voilà. maintenant j'ai votre conseil. Euh, Après, peut-être, si je peux me permettre, j'ai tenté d'autres expériences dans la collection Monde Sauvage, en demandant non pas à des scientifiques, voilà, d'utiliser la littérature, hein, enfin le langage pour aller au-devant du public, mais au contraire de demander à des écrivains, des romanciers, des romancières qui sont eux, dont c'est le métier, hein, ils sont spécialistes du langage, des émotions, de la sensibilité, de nous parler de leur expérience du vivant, du sauvage. Et pour ça, j'ai trouvé des romanciers et des romancières pour lesquels j'organise des résidences d'écriture en milieu sauvage, on va hmm, dire, pour le dire vite. Donc c'est un peu une expérience. Voilà, je les confronte aux sauvages, dans la même situation que des scientifiques, sauf que eux sont pas des scientifiques, mais ils sont voilà des experts dans traduire les émotions par les mots. Et ça donne des livres tout à fait intéressants, à mon avis, comme le livre de Wilfried Nsondé, Héliosphera, Fille des abysses, qui est un roman d'amour du plancton. Voilà, il a bénéficié d'une résidence d'écriture à bord de la goélette Tara pendant six semaines dans le Pacifique, avec une équipe de scientifiques qui étudiait le plancton. Donc lui, il était le seul non-scientifique à bord, non marin, qui servait strictement à rien à bord. Donc il a donné un coup de main à peu près à tout le monde, mais c'est surtout il s'est imprégné comme une éponge ben, voilà, du savoir des scientifiques, du savoir des marins, mais de tout ce qu'il a vécu, toi, toutes ses sensations et ses émotions. Et il en a écrit ce court roman, Eleuthera, Fille des abysses. On a fait l'expérience aussi avec la romancière Céline Curiol, qui elle a passé également 6 semaines, mais toute seule dans une cabane en pleine Camargue, au milieu des marais de la Camargue. Donc il y avait des moustiques, des grenouilles, des flamants roses. Et quelqu'un qui avait jamais vécu comme ça, isolé, toute seule, en pleine nature.
Et ça fait un texte qui s'appelle Invasive et qui est un très beau texte. Et moi, j'adore ce genre d'expérience. Mais en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas trouvé son lectorat. Pas autant, ça n'a pas enthousiasmé les lecteurs de Monde Sauvage autant que ce que je le souhaitais. Ils n'ont pas été aussi emballés que moi, finalement. Donc, voilà, concrètement, ça s'est traduit en... voilà, les ventes ont été correctes, mais elles n'ont pas été incroyables. Et je pense que les lecteurs de Monde Sauvage sont vraiment des gens qui attendent la parole des scientifiques, quoi. Euh, le lectorat habituel de Céline, des romans de Céline ou des romans de Wilfrid, eh ben, ils n'ont pas fait le pas d'aller lire leurs nouveaux textes dans la collection Monde Sauvage, parce que c'est pas une collection de littérature. Et les lecteurs habituels de la collection Monde Sauvage, qui attendent une parole de scientifique, bah, ils ont été, je pense, un peu décontenancés, désarçonnés par ces textes qui, ouais, Wilfrid, mais il est spécialiste de quoi, lui? Oh, il écrit des romans, bon. Céline, elle est spécialiste de quoi? Bah, de rien. Ben, oui, juste de l'écrire. Bon. Et donc, ça n'a pas eu l'effet escompté. C'est, alors que moi, je trouve leur texte magnifique, mais j'ai l'impression que voilà, le lectorat de Monde Sauvage est quand même un lectorat qui attend quelque chose de particulier. Euh, et Ok, ça, ok. c'est quelque chose que j'ai appris, que j'ai découvert au fur et à mesure. C'est assez intéressant. Une autre chose sur le lectorat de Monde Sauvage, c'est beaucoup, enfin en tout cas, c'est une collection qui est très lue dans les écoles d'art. Alors là, on m'aurait dit ça au début, j'aurais rigolé, quoi. Mais non, c'est une collection pour des naturalistes, comme moi, quoi. Enfin, des scientifiques, professionnels ou pas, mais ouais, ben non. Ben, peut-être, mais ceux-là, je les rencontre pas trop. Mais c'est ceux que je rencontre, ceux qui viennent à ma rencontre dans les festivals, les salons, voilà, les librairies. C'est beaucoup des jeunes étudiants artistes, des gens qui sont inscrits dans les écoles d'art, les beaux-arts. C'est dingue, là. J'ai, j'ai plein d'exemples comme quoi les écoles d'art ont la collection complète, ils se les repassent. Il y a un vrai truc autour de cette collection dans les milieux artistiques, les milieux du spectacle vivant aussi, Mhm. le théâtre, les performances. Voilà, j'étais un peu estomaqué d'apprendre ça, mais en fait, ce sont des gens qui s'interrogent beaucoup sur ben, notre rapport au monde, finalement peut-être plus que les scientifiques. Mais ils se posent des questions en fait, ils viennent auprès de Monde Sauvage pour y trouver ou des réponses ou une partie des réponses. C'est assez étonnant. Je peux m'imaginer aussi qu'ils arrivent à déceler cet art de pouvoir traduire quelque chose de très scientifique en un langage. Enfin, il y a quand même tout un travail là derrière qui est assez impressionnant. Bah déjà, merci beaucoup. Je pense qu'on a un peu survolé toutes les grandes questions que j'avais. Et à la fin, je demande toujours aux participants et participantes de conseiller un livre qui est en lien avec la nature, qu'ils ont beaucoup aimé. Bon, vous en avez déjà cité quelques-uns, mais si vous en avez encore un en tête, votre préféré du moment, Alors, je vais pas vous citer un livre d'Actes Sud, et encore moins de la collection Monde Sauvage. Ça serait, vous pouvez. ouais. Moi, il y a un livre qui m'a, quand il est sorti, c'était en quelle année? En 2018, donc ça fait déjà quelques temps, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est une traduction, c'est une autrice écossaise qui s'appelle Amy Liptrot. Amy Liptrot. Et le livre en français s'appelle L'écart. C'est The Outrun, le titre original en anglais. Il y a eu une adaptation cinématographique avec ce nom, The Outrun. Et en fait, Emily Trott, elle est absolument pas scientifique, du tout. Mais le livre raconte, c'est un récit de vie, hein. C'est pas du tout, c'est ni un livre scientifique ni une fiction. C'est pas un roman. C'est un récit. Elle raconte sa vie. Elle doit avoir 30 ans quand elle écrit le livre, hein, 32 ans. Et elle raconte comment elle est née dans un milieu très sauvage dans les îles
les Orcades ou les Hébrides, enfin une petite île au large de l'Écosse. Elle a grandi dans ce milieu-là, donc en contact direct avec des éléments assez rudes, hein, les tempêtes, la mer qui est l'Atlantique qui est très puissant, mais entouré d'oiseaux de mer, de phoques, de baleines, enfin voilà, une nature très présente, omniprésente et très puissante. Et à l'adolescence, elle en a, elle en a sa claque, hein, son rêve, c'est de partir à Londres. Donc voilà, elle part faire ses études à Londres. Et là, et donc le livre commence comme ça. Elle raconte ses 10 ans de vie à Londres où là, elle se lâche. Elle finit vite par abandonner ses études. Et elle s'éclate. Elle fait la fête pendant 10 ans. Donc c'est 10 ans d'excès dans tous les sens. Je vous laisse imaginer. Et au bout de 10 ans, voilà, elle se dit finalement, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Voilà, j'ai fait la teuf pendant 10 ans et au final, j'ai arrêté mes études, je vis que d'expédients, de petits boulots, je me défonce H24 et so what, quoi, c'est naze, quoi. Et elle retourne dans son île, en fait. Et en fait, le récit d'une renaissance comme un phénix, quoi. Elle renaît au contact de cette nature Mhm. où elle avait grandi, hein, mais qu'elle avait complètement oubliée et mise de côté. Et c'est un livre qui est vraiment hyper bien écrit et moi ça me touche beaucoup. C'est il y a une tradition hein, de livres de gens comme ça qui racontent comment la nature finalement le contact avec la nature les a sauvés ou les a sortis voilà, d'une passe difficile, d'un deuil, voilà. Euh, donc voilà, c'est aussi dans cette lignée-là. Moi, tous ces livres-là me fascinent. J'adore lire ces livres-là parce que moi, ça me fascine de voir comment la puissance de la nature, du contact avec les éléments premiers, avec la vie sauvage et brute, pas toujours facile, hein, c'est dur la vie là-haut, hein, dans les îles écossaises. Il fait froid, il pleut, enfin, ouais, c'est quand même spécial, quoi. Et ben, en contact frontal avec ces éléments, on finit par trouver un sens à sa vie, quoi. Voilà, j'adore ce type de récit, ce type de littérature et moi, je conseille vraiment de lire ce livre parce que c'est aux éditions du Globe. C'est sorti en 2018. Amy Lipchot, L'Écart. Mhm. Voilà, un livre vraiment magnifique. Merci. Je pense que je vais aussi l'acheter. Et finalement, est-ce que vous avez une idée d'un expert, une experte, un écrivain, écrivaine, ça peut aussi être sinon un ou une scientifique de la nature qu'on pourrait aussi inviter au micro du podcast et poser des questions en lien avec la nature, mais j'aimerais toujours aussi apporter un lien avec les récits ou la façon de communiquer, disons, avec la société. Moi, j'ai envie de vous conseiller Olivier Remeau. Olivier Remeau, il a écrit Penser comme un iceberg et Quand les montagnes dansent dans la collection Monde Sauvage. Là, on va sortir en mars son prochain livre, donc son troisième opus dans Monde Sauvage, qui va s'appeler Nocturne amphibien. Il est philosophe. Il est prof à l'EHESS à Paris. Et la question des récits, la question de la littérature et des nouveaux imaginaires, c'est quelque chose qui l'habite complètement. D'ailleurs, le prochain livre commence par un rêve. Il raconte un rêve, un rêve au cours duquel une grenouille vient l'interpeller, quoi. Ça commence comme ça, le livre. Il rêve d'une grenouille qui lui parle et qui vient le prendre par la main pour l'emmener en chemin, découvrir le monde des grenouilles, quoi. Et plus globalement, le- nous faire découvrir notre rapport à l'eau douce, l'eau qui coule, l'eau qui stagne, l'eau qui tombe avec la pluie. Et c'est vraiment quelqu'un qui s'empare au quotidien de ces questions de récit, entre la science, la pensée, la narration. Donc, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui parle super bien, qui est habitué à parler, hein. Il donne des cours, des séminaires tout le temps, des conférences. Donc, je pense que vous voudrez vous régaler avec lui, hein.
Ok. Oui, j'ai lu Penser comme un iceberg et j'ai beaucoup Ouais. aimé, donc oui, c'est une très bonne idée. Super, ben, merci beaucoup pour votre temps. Avec plaisir. Bonne journée. Bien. Merci, vous aussi, bonne Au continuation. revoir. Au revoir. Voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ça vous a plu. Toutes les références citées seront en note du podcast. Je vous remercie de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner sur Instagram, sur Spotify ou de nous suivre sur Culture et Communication. Merci beaucoup.